Bonjour à tous, c'est encore Grégoire de Chaque en Miroir. Eh bien oui, voilà, comme vous pouvez le constater, on a décidé de faire des plus courtes vidéos, mais d'en faire un petit peu plus. Et chaque fois, on reste dans la même optique de vous expliquer quelques informations intéressantes autour d'un poisson en particulier, et pas toujours les poissons les plus rares. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un poisson probablement les plus connus en aquariophilie, l'un des plus vendus également. J'ai parlé du cardinalis. Eh bien, vous allez voir que il y a pas mal de choses à dire autour de ce petit poisson-là qu'on a tous vu dans les aquariums. Et je vais même aller plus loin et ça risque même d'être l'une de nos vidéos les plus clivantes. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, on va tout d'abord parler un petit peu du poisson en tant que tel. Qu'est-ce que c'est le cardinalis? Cardinalis, c'est Parachérodon axelrodi. Il fait partie des 3 espèces connues de Parachérodon, à savoir en fait les néons. Il y a 3 néons différents. Il y a le vrai néon, le premier néon qui a été décrit, le Parachérodon inesi, le néon classique. Il a été suivi quelques temps plus tard du Parachérodon axelrodi, le cardinalis dont justement la vidéo va traiter aujourd'hui. Et encore un peu plus tard, le plus rare des 3, c'est le Parachérodon simulans, qui est ce qu'on appelle le faux néon. Alors, quelle est la différence entre les 3? Tout d'abord, le plus connu, c'était le vrai néon, le Parachérodon inesi. Il a été découvert en 1939. Donc, super petit poisson, assez robuste, poisson de banc par excellence. Sa découverte a été suivie 20 ans plus tard du cardinalis, le Parachérodon axelrodi, en 1959. Et là, vraiment, la découverte de ce poisson a vraiment fait l'effet d'une bombe, tellement il était coloré, tellement il était flash. Et ça a coïncidé avec un boom de l'aquariophilie dans les années 60, qui ne s'est pas arrêté aujourd'hui. C'est, comme je vous le disais, l'un des poissons les plus vendus à travers le monde. Encore quelques années plus tard, c'est la troisième espèce qui est venue s'ajouter à ces deux-là, le faux néon, le Parachérodon simulans, que l'on appelle en anglais également green neon. Alors, quelle est la différence entre les 3? Tout d'abord, le véritable néon, le Parachérodon inesi, vous pouvez remarquer, en fait, c'est principalement au niveau de la proportion de bleu et de rouge qu'il y a entre au niveau de leur corps. Au niveau du néon inesi, eh bien, on a le bleu qui est sur les 2 tiers avant du corps et le rouge sur les 2 tiers arrière du corps. Le cardinalis, le bleu est sur presque l'entièreté du dos, alors que le rouge, lui, est sur vraiment l'entièreté du ventre. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très rouge, ce qui lui a donné son nom de néon cardinal, justement, en rapport à ce rouge. Alors que chez le faux néon, eh bien, le bleu est légèrement différent. Il tire un petit peu vers le vert, ce qui lui donne ce nom de green neon en anglais. Et le rouge est très, très, très léger, presque inexistant, on peut le deviner. Ça, c'est la particularité des parachérodons. Donc, c'est cette proportion entre le bleu et le rouge. Alors, on va se concentrer un petit peu plus sur le cardinalis. Tout d'abord, d'un point de vue purement biologique. Pourquoi est-ce que la nature a décidé de revêtir ce poisson de telle couleur? Eh bien, il y a une explication tout à fait scientifique à cela. Tout d'abord, au niveau du bleu, le bleu qu'il a sur le dos. Il faut savoir que le bleu, en fait, c'est une couleur qui n'existe pas dans le règne animal. Je m'explique. En fait, c'est pas que la couleur n'existe pas, c'est que le pigment bleu n'existe pas. Chaque fois que vous voyez un animal qui revêt une couleur bleue, c'est en fait un jeu de lumière. C'est un jeu de réflexion de la lumière qui fait que lorsque la lumière arrive sur l'animal, quel qu'il soit, lorsqu'elle le quitte, elle le quitte sous cette forme bleue. Et donc, c'est un petit peu le principe de notre cardinalis. C'est un jeu de reflets bleutés. Et le poisson va jouer avec ces reflets, d'une part pour créer une cohésion de groupe, ça lui permet d'identifier ses congénères et de pouvoir faire des bancs qui sont beaucoup plus compacts, mais en même temps, ça va pouvoir envoyer des
jeux de lumière qui peuvent être déstabilisants auprès des prédateurs. Ça peut être donc une défense également, le fait d'envoyer des petits flashs de lumière. Le prédateur ne sait plus se concentrer sur un poisson en particulier. Donc il est désorienté. Et au niveau du rouge alors, pourquoi ce poisson est aussi contrasté? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que le poisson, il vit dans le Rio Negro. Rio Negro, où les eaux, comme son nom l'indique, sont extrêmement foncées. Elles ont un brun très foncé, presque noir, qui donne son nom au Rio Negro, qui vient des tanins qu'il a été chargé durant son périple à travers la forêt amazonienne. Eh bien, comme ces eaux sont extrêmement colorées, le rouge est très atténué, surtout lorsqu'il y a une certaine distance. Et donc, ça peut également servir d'une forme de camouflage, même si dans nos aquariums, eh bien, c'est extrêmement voyant. Dans le milieu naturel, surtout vu à une certaine distance, c'est un peu un camouflage. Mais en plus de cela, eh bien, le rouge, c'est également un signe de bonne santé. Et donc, pour une femelle qui est prête à s'accoupler, le fait de voir un mâle qui est bien rouge lui assure que ce sera un mâle en bonne santé et ça va aider lors des parades. Voilà, ça, ce sont les causes principales de ces couleurs tout à fait particulières, ce qui en fait un poisson de choix et surtout qui est extrêmement prisé en aquariophilie. Très prisé, je vous le disais, c'est l'un des poissons les plus communs, c'est l'un des poissons les plus pêchés également dans la nature. On estime à peu près qu'il y a environ 20 millions de cardinalis qui sont pêchés chaque année dans le but du commerce aquariophile et qui sont donc exportés vers les différents pays, notamment en Europe. Et donc voilà, énormément de ces poissons sont pêchés. Et c'est là qu'arrive un petit peu le nœud de notre affaire. Avec autant de poissons qui sont pêchés, on pourrait se dire que ouais, c'est quelque chose de pas terrible, que ça appauvrit le milieu naturel. Eh bien, pas du tout. Justement, la pêche du cardinalis est l'une des pêches les plus surveillées et les plus réglementées. Comment est-ce que ça se passe? En fait, ce sont des petits pêcheurs qui connaissent des coins où ils vont pouvoir aller pêcher leur cardinalis, pas que le cardinalis, ça peut être d'autres espèces également, et ils vont un petit peu protéger ces endroits. Ils ont une source de revenus qui est tout à fait soutenable et écologique. Nous avons eu l'occasion d'aller visiter justement ces pêcheurs. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, ce sont des toutes petites cabanes sur pilotis. Généralement, c'est la femme qui va s'occuper des poissons dans la cabane pendant que l'homme est parti les pêcher. Et dans ces bassines là qui se trouvent, on retrouve généralement une ou deux espèces, pas plus, parce que c'est le coin de pêche, c'est là où les populations savent qu'elles peuvent aller pêcher justement ces espèces-là et pas une autre. Eh bien, cela a été regroupé en 1991 sous un projet, le projet PIABA. C'est un projet extrêmement important puisque c'est sous un couvert scientifique dirigé par le Brésil. Eh bien, on a pu éduquer les populations autochtones à pêcher les poissons de façon durable, à pouvoir justement leur donner une source de revenus qui est permanente et à leur apprendre justement à protéger la forêt, l'endroit où ils vont pouvoir pêcher leurs poissons. En protégeant la forêt, eh bien, ils vont protéger les poissons, ils savent la quantité qu'ils peuvent prélever et cette pêche est donc totalement soutenable. En plus de cela, le projet PIABA permet des recherches scientifiques sur place, in situ, dans ces endroits préservés. Ça permet également d'éduquer, ça permet d'amener des étudiants, ça permet d'amener des écotouristes. Et donc, on a tout un programme qui s'est développé autour de cette pêche contrôlée, maîtrisée des poissons du Rio Negro en particulier, et en particulier du cardinalis. Des projets un peu similaires à plus petite échelle ont également vu le jour dans d'autres pays d'Amazonie et également en Asie, en Indonésie par exemple, où justement on va avoir une pêche qui sera
durable. Alors, le projet Piaba, aujourd'hui, il est menacé. C'est pourtant quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi est-ce qu'il est menacé? Eh bien, c'est là que vient la partie un peu clivante de cette vidéo. Il est menacé par, d'une part, des élevages intensifs qui ont pris place en Asie et également par des décisions politiques qui se sont faites de l'autre côté de la planète, chez nous, en Europe, dans plusieurs pays européens et même en Belgique. Je prends comme exemple la Flandre, qui a interdit la vente de poissons sauvages ce sont des groupes politiques qui ont, sous couvert de protection de la nature, décidé de stopper totalement la vente de poissons sauvages. Et cela également sous la pression de certains groupes, certaines ONG de défense de l'environnement, mais qui passent dans ce cas-ci totalement à côté de leur but, puisque en interdisant la vente et le commerce de poissons sauvages, ils vont mettre à mal des projets comme le projet Piaba, et cela va avoir des conséquences importantes sur place dans la forêt justement, puisque si les pêcheurs sont obligés de pêcher moins de poissons, ils vont avoir moins de revenus. Si on les empêche totalement de pêcher les poissons, ils ne vont plus du tout avoir de revenus, ils vont devoir trouver d'autres moyens de subsistance, et ces moyens-là, ce sera de l'agriculture, généralement de l'agriculture sur brûlis, c'est-à-dire qu'ils vont détruire la forêt primaire pour pouvoir y planter des différents types de plantations, justement, notamment de l'huile de palme par exemple, pour avoir un revenu qui va compenser leur manque à gagner de cette pêche qui ne peut plus se passer. Et donc, vous voyez que là, on a une influence directe sur des décisions qui ont été prises de façon trop catégorique. On a créé un mur sans réfléchir à ce qu'il y avait là-bas derrière, et on a un petit peu instauré ça dans l'esprit des gens, et on a souvent des clients qui se disent « je ne veux pas de poissons sauvages parce que c'est les prendre de leur environnement alors qu'ils sont bien là-bas ». Eh bien, voilà, il y a quand même, il faut aller un petit peu plus loin dans la réflexion en se disant que derrière cela, il y a d'autres facteurs qui sont à prendre en compte, et que le fait de prendre des poissons sauvages, ce n'est pas forcément une mauvaise chose pour l'environnement, même pas une mauvaise chose pour les poissons, puisque il y a énormément de poissons qui se sentent mieux en aquarium. On les a vus grandir, avoir une espérance de vie bien plus importante en aquarium que ce qu'ils ont dans la nature. Donc c'est là qu'est un petit peu mon côté clivant. Je vous invite d'ailleurs à partager un petit peu vos idées sur la vidéo, puisque là vraiment chacun peut avoir un petit peu son mot à dire. Mais voilà, je tenais simplement à souligner le fait que des poissons sauvages, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Alors attention, les dérives des poissons sauvages existent également. On le sait, il y a déjà eu des poissons qui se sont même retrouvés en danger d'extinction. Je prends le cas par exemple de l'Epalzeorhynchos bicolore, l'abéo bicolore, du Chromobotia macracanthus. Ce sont des poissons qui ont été poussés au bord de l'extinction, notamment à cause du commerce aquariophile, pas que, principalement par la destruction de l'habitat, mais le commerce aquariophile a également son rôle à jouer là-dedans. Donc ça, c'est le côté négatif évidemment de la surpêche, mais le côté de l'élevage n'est pas forcément mieux, puisqu'on se retrouve avec des méga fermes, principalement en Asie, qui vont utiliser des antibiotiques à volo, qui vont risquer des contaminations biologiques de leur milieu naturel. Donc là, on a le mauvais côté de l'élevage. Pourquoi je vous dis ça? Simplement pour essayer d'un petit peu ouvrir son point de vue, bien se dire que, voilà, il faut pas voir, tout n'est pas toujours tout noir, tout n'est pas toujours tout blanc. Il faut faire attention, nous faisons attention à la provenance de nos poissons. Les cardinalis que nous avons rentrés cette semaine-ci viennent justement précisément du projet Piaba dont je vous parlais. Donc la qualité est vraiment nickel. Ce sont des poissons dont on sait qu'ils ont été pris dans la nature dans des conditions tout à fait correctes,
et dans un cadre de respect de la nature et même de préservation de l'environnement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le cardinalisme et surtout sur le projet Piaba. Si cela vous intéresse, je mets en lien à cette vidéo deux sites sur lesquels vous pouvez vous renseigner sur le projet Piaba justement et sur ses implications. Je vous invite à aller y faire un petit tour. Merci de continuer à nous suivre et à bientôt pour une prochaine vidéo.